Bienvenue sur la TFM et bienvenue à tous les téléspectateurs de Questions Directes que je suis aujourd'hui M. Magaye Gaye. Magaye Gaye est titulaire de DSS en économie appliquée à la gestion de l'université de Rennes 1 en France. Il a exercé pendant une quinzaine d'années dans des organisations sous-régionales africaines de financement et développement, BAOD et FAGAS, à des niveaux stratégiques très élevés. Magaye a géré au niveau de la BAOD un portefeuille d'engagement de plus de 500 milliards de francs CFA. Merci, M. Magaye Gaye, d'avoir accepté notre invitation. Vous avez sorti une stratégie de développement pour le Sénégal qui s'appelle 5 sur 5. Pourquoi 5 sur 5? Je vous remercie beaucoup, M. Alassane Samba Diop, de m'avoir invité à cette émission. Je voudrais profiter de vos antennes pour saluer tous les Sénégalais et toutes les Sénégalaises. Alors, pourquoi une stratégie 5 sur 5? Mais c'est parce que d'abord, comme vous le savez, nous avons un référentiel qui est là, le plan Sénégal émergent. Le plan Sénégal émergent est aujourd'hui le seul référentiel dans les politiques publiques du pays. Mais comme vous le savez, c'est un plan. Et qui dit plan, dit stratégie. Et ces stratégies-là, il faut les re-questionner en fonction de l'évolution de l'environnement. Et comme vous le savez, depuis un an, l'environnement a beaucoup bougé. Premièrement, comme vous le savez, le prix du pétrole n'a cessé de baisser, 50%. Deuxièmement, l'euro également connaît une certaine baisse par rapport au dollar. Nous avons Ebola, qui est un facteur qui a amené beaucoup de gouvernements à revoir leurs prévisions de croissance, sans oublier que la plupart des pays européens sont actuellement endettés et sont en crise. Si j'ajoute à cela qu'aujourd'hui, en ce qui concerne les APE, les gouvernements viennent de paraffer en attendant la signature, et qu'au niveau de la CEDEAO, il y a un tarif extérieur commun qui vient d'être effectivement homologué. Vous vous rendrez compte qu'il y a de quoi questionner le plan existant, sans oublier que nous sommes dans un monde où des problèmes de sécurité et de paix se posent. Si je comprends bien, le plan doit se réajuster et s'adapter à la nouvelle donne. Vous avez parfaitement raison. Il faut questionner le plan, le réajuster à la nouvelle donne de manière à le booster. Alors, vous savez que le plan, j'ai l'impression que c'est un document qui peine aujourd'hui à démarrer. C'est pourquoi nous avons proposé cette stratégie 5 sur 5. Globalement, en quoi cela consiste-t-il? Vous savez, nous prônons le retour de l'État. Depuis 50 ans, nous avons énormément de difficultés dans notre économie. Il faut que l'État revienne. Ça, c'est le premier aspect. Deuxième aspect, c'est qu'il faut des politiques de substitution aux importations. Le président Macky Sall en a parlé récemment avec lui. Peut-être qu'on y reviendra. Troisièmement, il faut protéger nos économies. C'est important. Quatrièmement, il faudrait que nous ayons une politique qui ait comme horizon la CEDEAO, la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest. Et puis maintenant, une fois que tout ceci est fait, il faut absolument des politiques de réformes courageuses qui n'ont rien à voir avec la décentralisation telle que c'est fait actuellement. Donc c'est le premier 5. Maintenant, il y a un autre 5, c'est 5 piliers qui doivent préparer l'avenir du Sénégal. Vous savez qu'il y a la réforme des institutions. Oui, avant d'aller sur ce deuxième 5, aujourd'hui, comment l'État peut-il revenir au cœur du développement? Alors, vous savez, aujourd'hui, si vous voyez bien la chose, le vrai problème de nos pays, c'est un problème d'emploi. Il y a beaucoup de jeunes qui chôment. Il faut que tout soit focalisé sur l'emploi. Comment? Quelle que soit la dépense publique qui va être engagée par le pays, il faudrait toujours que le ministre se pose la question de savoir combien d'emplois je peux avoir avec effectivement cette dépense que je vais faire. Alors, si vous voyez bien, nos États aujourd'hui ont tout. L'État a le budget, l'État a la police, la gendarmerie, l'État a les pouvoirs réglementaires, l'État a une structure décentralisée, l'État a des experts chevronnés. Il faut que l'État, à mon avis, se réajuste et se comporte en véritable manager qui évite les gaspillages. Peut-être qu'on y reviendra tout à l'heure. Comment l'État peut être manager? Dans le discours qu'on entend ambiant, c'est que l'État met en place des conditions de création d'emplois, mais il n'est pas créateur d'emplois. Mais vous, dans votre stratégie, vous dites que l'État doit participer à la création d'emplois. Comment? Parce que je veux penser autrement. Je disais tout à l'heure qu'aujourd'hui, c'est l'État qui a tous les leviers entre ses mains. Le secteur privé, peut-être qu'on y reviendra tout à l'heure, formel, n'est pas suffisamment aguerri. Regardez toutes ces pertes, ces disparitions d'entreprises.
ces fermetures d'entreprises. Regardez ce que dit le rapport de Doing Business. On a des problèmes avec le secteur privé. Donc ce que l'État doit faire, c'est d'abord éviter les gaspillages. Je vais vous donner quelques exemples en ce qui concerne le Sénégal. Alors le Sénégal vient actuellement de réaliser un centre à Diamniadio. On peut valablement se poser la question de savoir si ce centre était opportun. Voilà un élément qui me paraît important. Nous avons dépassé là-bas quelque chose comme 55 milliards de francs CFA. Est-ce qu'il n'aurait pas fallu utiliser ça pour créer des emplois en ce qui concerne les jeunes, premièrement? En ce qui concerne l'emploi, toujours, par rapport à ce problème de restructurer les dépenses, nous sommes en train bientôt de lancer l'université du Sine Saloum. Mais à l'heure où le système éducatif est en crise, à l'heure où nous devons mener des réformes courageuses pour surtout amener un système qui puisse permettre de sélectionner les étudiants pour choisir les meilleurs, nous sommes en train d'augmenter l'offre, sachant que l'université aujourd'hui, c'est une usine de fabrication de chômeurs. Est-ce que c'était pertinent de faire l'université du Sine Saloum, la deuxième université de Dakar? Est-ce qu'il n'aurait pas fallu, par exemple, s'appesantir sur les dispositifs existants? Je pense à l'École nationale des cadres ruraux de Bambey. Je pense également à l'École nationale supérieure agricole de Thiès, sur l'université virtuelle, de manière à utiliser ces 65 milliards destinés à cette université pour créer des emplois pour les jeunes qui actuellement attendent. Donc, comment l'État va créer? L'État va créer justement ces emplois par le biais de ce deuxième volet dont j'ai parlé tout à l'heure, une politique de substitution aux importations. De quoi s'agit-il? Dès l'instant que l'État arrête le gaspillage, dès l'instant que l'État, en tant qu'entrepreneur, utilise les meilleures manières pour dégager les ressources nécessaires pour financer l'emploi, l'État maintenant va, en tant que capitaine, je prône actuellement l'État capitaine. Ce n'est plus un État, je dirais, entraîneur, mais c'est un État maintenant qui joue à l'intérieur, responsable, un État qui marque des buts. Et pour cela, il faut que l'État vienne identifier les secteurs. Je prends un exemple, les carreaux. Vous savez qu'on ne produit pas tous nos carreaux ici. Alors, la demande est très forte. Le Sénégal, aujourd'hui, dépense 3 785 milliards de francs CFA chaque année pour importer. La demande existe. Est-ce qu'il ne faut pas que l'État vienne organiser des unités de manière à pouvoir créer des emplois, mais cela suppose aussi que l'État puisse protéger l'économie. Si vous donnez aux jeunes de l'emploi, si vous créez des unités destinées à se substituer aux emplois, et que de l'autre côté, vous ne fermez pas vos frontières, mais ça veut dire que vous serez submergé par les produits chinois, par la friperie, etc., etc. Mais est-ce que l'État peut former les frontières au moment où il est signataire des accords de l'OMC et ensuite dans le cercle de la CEDEAO? Vous savez, je pense que nos États doivent imaginer leurs propres solutions. Tous ces grands pays que vous voyez, ce sont des pays qui aujourd'hui se protègent. Récemment, le Japon avait interdit l'importation de lait. Il a fallu qu'il y ait des intempéries pour que le Japon accepte d'importer du lait de la Nouvelle-Zélande. Ça, c'est du protectionnisme. Il faut que notre industrie naissante puisse bénéficier d'une protection. Heureusement qu'il y a le tarif extérieur commun qui a été entériné et qui prévoit 5 bandes tarifaires. Moi, je pense qu'il faut que nos économies se protègent. Vous savez, les pays occidentaux aujourd'hui, la protection, ça ne se limite pas seulement aux droits de douane. Lorsqu'on vous dit qu'il y a ce qu'on appelle des barrières non tarifaires, lorsque le produit rentre, il faut qu'il soit conforme à un certain nombre de normes. C'est de la protection. Lorsqu'ils utilisent ce qu'on appelle les crédits à l'exportation pour subventionner leur production, c'est de la protection. Il faut que nous puissions, nous aussi, protéger nos économies, protéger nos industries, de manière à ce que ce qu'on a fait en amont, distribuer des salaires aux jeunes, que ça puisse vraiment porter ses fruits. Mais depuis 50 ans, on parle de développement en Afrique, surtout dans nos pays. On constate que l'État n'est pas créateur d'emplois. Vous dites qu'il faut changer de paradigme par rapport à cela, ce que vous appelez plus d'État et mieux d'État. Et vous dites qu'il faut consacrer de manière progressive 10% des ressources budgétaires à l'emploi direct. Oui. Comment? Vous savez, j'ai même écrit un courrier à l'Union africaine pour proposer cette façon de faire, cette stratégie. Parce que jusqu'à présent, on nous a dit que l'État doit rester là où il est. Mais un père de famille,
Lorsque vous voyez que votre famille ne marche pas, qu'il y a des problèmes, il faut que vous repreniez les leviers de commande. Mais c'est ce qu'aujourd'hui certains candidats de la Grèce et de l'Espagne font. Ils sont en train de proposer le retour de l'État dans le giron économique. L'État a tous les moyens dans nos pays. Peut-être qu'on reviendra sur la laïcité également, sur laquelle je propose des réformes. Mais on ne peut plus laisser le secteur privé avec la disparition d'entreprises auxquelles nous assistons. Mais est-ce que vous savez aujourd'hui que la Chine était un pays quand même où l'État jouait un rôle prépondérant. La Chine, à la faveur aujourd'hui d'une monnaie très faible, le yuan, arrive aujourd'hui à exporter conséquemment dans les autres pays du monde, au point même de devenir, M. Alassane Samba Diop, un prêteur net des États-Unis. Mais ce modèle d'exportation-là, la Chine l'a eu parce que l'État a pu préparer l'économie, a pu se serrer la ceinture, a pu gérer de manière efficiente l'économie, ce qui lui a permis aujourd'hui véritablement d'avoir ce modèle que nous avons, qui est un modèle d'exportation. Mais si la Chine a pu faire ça, c'est parce que la Chine a sa propre monnaie. Tout à fait. Nous, on est dans le CFA. Oui. Et beaucoup d'analystes disent que le CFA aujourd'hui est un frein au développement des pays africains. Vous avez raison. C'est pourquoi nous disons qu'il faut, vous avez vu que dans les 5 réformes de structure, c'est vrai que ça me permet d'enclencher avec ces 5 réformes de structure, nous avons dit qu'il faut revoir la monnaie. Ça fait partie des réformes de structure. La stratégie s'appelle 5 sur 5. 5, c'est par rapport aux réformes immédiates. Les autres 5, c'est par rapport aux réformes d'avenir. Il faut réformer l'école. Peut-être qu'on y reviendra tout à l'heure. Il faut réformer nos institutions. Tout à l'heure, on reviendra sur les députés et le Conseil économique et social et environnemental. Les innovations que les Sénégalais ont dans les tiroirs, il faut qu'on les sorte, qu'on prépare l'économie, qu'on prépare l'avenir. Il faut que le franc CFA également qu'on pose le débat sur la nécessité pour nous d'avoir notre propre système monétaire. Parce qu'avec le franc CFA, nous ne sommes pas compétitifs. La plupart de nos industries qui sont actuellement en difficulté, mais c'est parce que quelque part nous avons une monnaie forte arrimée à l'euro. Nous avons 10 000 milliards de francs CFA qui sont aujourd'hui logés au trésor français parce qu'il y a une parité. Parce qu'également il y a ce qu'on appelle, il y a des réserves. À chaque fois que nous exportons, nous laissons 50% au niveau du trésor français. C'est autant d'argent qui ne rentre pas dans nos économies. Et ça ne favorise pas l'intégration. Il faut revoir ça. Mais vous me permettrez de revenir sur les premiers 5. Parce que tout à l'heure, on a échangé sur l'État. Alors, mais ce n'est pas seulement ça. Parce qu'il y a aussi le problème de la décentralisation. Il faut, à mon avis, que nos pays regardent également le côté aménagement du territoire. Qu'est-ce qui empêcherait le gouvernement, M. Alassane Samba Diop, de transférer les ministères économiques que nous avons ici dans les capitales régionales? Ça permettrait de résoudre beaucoup de problèmes en même temps. Quel problème? Nous avons des problèmes de décongestionnement de Dakar, ça libérerait de l'espace ici, ça revitaliserait les régions. Imaginez-vous le ministère de l'élevage qui va à Louga, ou bien qui va à comme Fatick, parce qu'il semble que Fatick est maintenant la première région de l'élevage du Sénégal. Mais déjà, les fonctionnaires auront besoin de là où vivre, auront besoin d'acheter des aliments, auront besoin de beaucoup de choses. Alors, déjà, ça permettra de redynamiser l'économie locale. Ça permet également de faire en sorte que l'interurbain puisse marcher comme il le faut, le transport interurbain. Et ça permet également à ces services de se rapprocher des centres de décision. L'élevage est près de tout ce qui est élevage, les vaches, etc. L'agriculture est près des centres, du bassin arachidier, et ça permet à l'heure d'intranet et d'internet de résoudre beaucoup de problèmes. Alors, donc, à côté de ces 5-là, il y a ces 5 réformes de structure, raison pour laquelle on les a appelées les 5 sur 5. Il y a un autre débat que vous avez posé dans votre document, c'est celui concernant le secteur privé formel. Vous dites que le secteur privé formel n'est pas créateur de beaucoup d'emplois dans nos pays. Parce qu'aujourd'hui, quand on parle du plan Sénégal émergent, tout le monde dit qu'il faut intégrer le secteur privé formel. Alors qu'on oublie quelque part l'informel avec les marchands ambulants. Il y a même certains qui quittent le secteur formel pour aller dans l'informel pour gagner plus leur vie. Voilà, c'est une très bonne question qui m'amène un peu à poser quelques questions sur le plan Sénégal émergent. C'est vrai que c'est un référentiel
Mais il a oublié le secteur informel. Il a oublié le secteur. Il en a parlé dans le premier axe. De façon sommaire dans le premier axe. Mais vous savez, moi, je n'ai pas eu le temps de participer à la rédaction du PSE. Donc, je peux aujourd'hui formuler des critiques. La première critique que je voudrais formuler, elle est relative au fait qu'il y a une instabilité institutionnelle. Le PSE n'engage pas les gouvernements qui vont venir après. Ça, c'est c'est pas une loi. C'est pas une loi. Premièrement. Deuxièmement, pourquoi émergent? Alors qu'aujourd'hui, émergent, vous savez, c'est que c'est quelque chose qui émerge. C'est quelque chose qui sort de l'eau. Ça veut dire que nous, pays africains, depuis plus de 50 ans, nous ne sommes pas encore sortis de l'eau. Nous ne sortirons de l'eau qu'en 2035. Ce n'est pas ambitieux. C'est pourquoi dans le programme que je viens de concocter, j'ai proposé véritablement que nous puissions aller directement vers le développement. Troisième critique par rapport à ce PSE, il semble que ça a été fait par un cabinet étranger. Alors, je dis que si c'est le cas, moi je viens de l'étranger, je sais qu'il y a des institutions qui sont tombées parce que les documents de base avaient été faits par des cabinets étrangers et ça n'a pas marché. Alors, mais heureusement que le ministre en charge de la communication avec qui j'ai partagé un plateau à l'occasion de la déclaration de politique générale du Premier ministre, m'a rassuré en me disant que non, c'était vraiment des Sénégalais, il fallait simplement avoir la signature. Pour revenir à votre question sur le secteur privé, je pense que le fait d'avoir fait de l'exportation un volet important du PSE me pose problème. Pourquoi? Parce que le Sénégal n'a pas sa propre monnaie pour être compétitif à l'étranger, premièrement. Le Sénégal n'a pas le savoir-faire de la Chine. Le Sénégal n'est pas compétitif. On a des problèmes d'énergie. Et le PSE met l'accent même sur le textile. Mais vous savez que le textile, moi je viens de la BOAD. Toutes les unités de textile que nous avons eu à financer, finalement, étaient en difficulté. Pourquoi? Parce que nos pays ne sont pas compétitifs. Il y a des problèmes d'électricité, il y a des problèmes de téléphone, la main-d'œuvre n'est pas qualifiée. Et puis, il y a les problèmes, les menaces de l'environnement. Parce que la Chine arrive à exporter vers nous les produits à très bas prix et ça pose problème. Donc, il y a ce problème de l'exportation. Il y a ce problème du secteur privé aussi. J'ai vu qu'on veut mettre l'accent sur le secteur privé formel. Regardez les disparitions d'entreprises. C'est vrai que dans les autres pays en voie de développer, la PME a été un jalon important dans le développement de l'économie. Mais comparaison n'est pas raison. Dans nos pays, nous avons plus de 114 entreprises actuellement en difficulté, dans tous les domaines. C'est pourquoi je dis qu'au lieu de mettre l'accent sur ce secteur privé, il faut mettre l'accent sur l'État. Et je viens maintenant à la mobilisation des ressources. Alors, ce que beaucoup de gens ne savent pas, le gouvernement est allé à Paris, est revenu en disant que nous avons actuellement plus de, je crois, 6 000 milliards. Vous savez comment ça se passe? Je profite de vos antennes pour vous dire comment ça se passe, parce que je l'ai vécu pendant 16 ans. Les bailleurs de fonds font ce qu'on appelle des promesses. Arrivés là-bas, ils regardent les documents secteur par secteur pour dire, voilà, je pourrais m'engager sur tel secteur. Ensuite, le gouvernement envoie le dossier. Le dossier est étudié au niveau du bailleur de fonds. Ça peut prendre 2 ans. Et le bailleur de fonds, s'il est convaincu, il envoie ça à son conseil d'administration. C'est le conseil d'administration qui décide. Et s'il décide et dit oui, c'est un engagement. Il n'y a pas encore de décaissement. Et une étude a montré qu'entre le moment où il y a l'engagement et le moment où il y a le décaissement, il peut s'écouler 18 mois. Vous voyez tout ce temps que cela fait. Il faudrait que le président Macky Sall, il faut que ses conseillers lui expliquent ça, parce que c'est quelque chose de très important. Et souvent même, il y a des financements qui sont malheureusement annulés. Une étude a montré également que seuls 60% des crédits effectivement approuvés par les conseils d'administration. Qu'est-ce qu'il fallait faire? Il fallait s'appuyer sur l'épargne interne des Sénégalais. Est-ce qu'il est possible que les Sénégalais puissent financer des plans comme ça? Alors, c'est assez difficile parce que, comme vous avez vu, l'épargne des Sénégalais, c'est au niveau des banques. Et les banques ne financent pas suffisamment. Vous avez vu, peut-être qu'on reviendra dans le débat sur ça. C'est pourquoi je dis qu'il faut que l'État arrête le gaspillage. Nous pouvons aujourd'hui consacrer 10% de nos ressources à la création d'emplois. Dans ce gaspillage, vous demandez la suppression des conseils économiques, social et environnemental, la réduction du nombre de députés de 150 à 100, et qu'on pourrait faire des économies pour financer l'emploi. On pourrait faire des économies de 70 milliards et ça nous permettrait aujourd'hui de financer 7 000 emplois.
Ça, c'est un élément qui me paraît important. Mais on ne va pas se limiter là. Regardez la réhabilitation de l'immeuble, du building administratif. De 7 milliards. Moi, dans le cadre de 7 milliards, dans le cadre de la politique d'aménagement du territoire que je suis en train de concevoir, on aurait pu utiliser ces 7 milliards pour créer 14 bâtiments administratifs dans les régions et loger les ministères là-bas. Maintenant, c'est vrai qu'il faut que l'État aussi, en tant qu'entrepreneur, en tant que stratège, imagine d'autres solutions. Par exemple, je vais vous donner un exemple. Tout à l'heure, on a parlé de la rationalisation des dépenses par la suppression des députés, d'une partie des députés, de 150 à 50. La suppression du Conseil économique et social. C'est très bien. Mais il faut que l'État aussi continue les réformes qu'il est en train de mener. Regardez aujourd'hui, il y a des audits un peu partout qui ont donné des résultats. Là, je profite de vos antennes pour féliciter le gouvernement sur ce point-là. C'est une très bonne chose d'avoir mené ces audits-là, ces contrôles de gestion. Mais il faudrait maintenant qu'on revoie la question des mandats, le cumul des mandats. Ça cause énormément de problèmes. Il faudrait que l'État ait une comptabilité publique, comme une comptabilité du type privé, j'allais dire, parce qu'il y a des directives internationales qui demandent à l'État d'aller dans ce sens-là. Il faut que l'État également demande aujourd'hui aux entreprises les plus fortunées, je pense aux sociétés qui sont dans des secteurs de rente, tels que les télécommunications, tels que les banques, que ces entreprises puissent participer plus au développement de notre pays et à l'emploi. Oui, le débat qui se pose, c'est que ces grosses entreprises qui sont dans nos pays, la plupart d'entre elles ne déclarent pas correctement les impôts et qu'il y a une fuite de capitaux et que les États n'ont pas les moyens de contrôler effectivement ce que les entreprises déclarent à la fin de l'année et réellement le chiffre d'affaires. Vous avez parfaitement raison. Ça, c'est quelque chose qu'on a vu dans le cadre de notre parcours professionnel. Il faut, à mon avis, que l'État fasse plus de contrôle. Mais il faut également que l'État essaie de transformer le secteur informel de manière à muter ce secteur dans le secteur formel. Là Comment? aussi, ça me paraît important. Comment? Oui, il faut créer des centres de gestion agréés. Des centres de gestion agréés. Vous savez, il y a beaucoup de choses sur lesquelles l'État doit s'appuyer pour être un État fort, qui dégage des ressources, un État qui investit. Mais il faut qu'il y ait de la volonté politique. Parce que vous savez, les droits de douane, c'est trop facile. Vous percevez vos droits de douane, vous alimentez les caisses de l'État, vous faites vos dépenses, etc. Mais aujourd'hui, nous avons besoin d'un État stratège, un État qui puisse permettre d'aller de l'avant. Si je vous comprends bien, c'est que l'État du Sénégal, à votre avis, n'a pas de stratégie. Il n'est pas stratège. Je crois que le président Macky Sall a une vision. Mais une vision sans stratégie, c'est un problème. La stratégie, pour eux, c'est le PSE. Mais je crois que ce qui l'entoure devrait attirer son attention sur beaucoup de choses. Sur la communication également du PSE. Comment se fait-il que depuis un an que le PSE a été effectivement accepté, a été entériné, que jusqu'à présent sa peine a démarré? Il faut quand même qu'on fasse du monitoring. Il faut qu'on fasse des communications pour dire aux Sénégalais où est-ce qu'on en est, qu'est-ce qu'on a dépensé, qu'est-ce qui reste à dépenser, quels sont les projets qui sont sortis de terre. Je crois que c'est important. Deuxièmement, il ne faut pas commencer par n'importe quoi. Il faut commencer par des projets qui intéressent les Sénégalais. Je pense au social, par exemple. Je pense à la création d'usines. Tout ceci me paraît être des choses extrêmement importantes. Mais on a vu le président Macky Sall dire que l'autoroute Touba-Dakar, Ila-Touba, c'est l'un des projets phares du PSE. Beaucoup posent des questions à demander est-ce que c'était bon de commencer par ce projet ou est-ce que ce projet est pertinent? Très bien. Alors, je faisais partie au départ de ceux qui pensaient que le projet n'était pas pertinent. Vous avez changé d'avis? J'ai changé d'avis. Pourquoi? Alors, pourquoi je pensais que le projet n'était pas pertinent? Parce que l'opportunité, il y a une route déjà qui n'est pas bien utilisée. Premièrement. Deuxièmement, la rentabilité, parce que nous avons contracté un emprunt par rapport à la Chine. Mais lorsque le président Macky Sall a dit qu'il allait créer 7000 emplois sur la base de ce projet-là, j'ai dit très bien, moi ça rentre dans le cadre de ma stratégie. Parce que je veux que chaque dépense puisse permettre d'avoir effectivement des emplois créés. Ça, c'est le premier aspect. Le deuxième aspect, c'est que l'impact sur le budget de l'État, mais il est faible parce que le Sénégal va emprunter auprès de la Chine. 85% est financé par la Chine. J'ai fait un petit calcul qui montre que seuls 13 milliards seront dépensés chaque année dans le budget pour créer 7000 emplois. Ça me paraît une bonne chose. Maintenant,
il y a des impératifs de sécurité. N'oublions pas que l'autoroute aussi va relier deux villes, les deux principales villes du Sénégal. Il y aura beaucoup de villes qui vont se construire aux alentours. En le construisant, on va faire fonctionner l'économie nationale, le ciment qu'on va ajouter, les carrières, le calcaire, etc. Donc je crois que sur ce plan, il n'y a pas de problème. Mais cependant, je demande au gouvernement de faire attention par rapport aux conditions de financement. Il faut suffisamment de différer et une durée suffisamment longue pour éviter qu'on ait à payer des annuités qui ne pourraient pas être supportées par les péages, n'est-ce pas, à développer dans le cadre. Justement, est-ce que dans le cadre de ce projet-là, vous avez l'information comme quoi on a fait un différé sur le prêt pour que justement qu'on ne paye pas cette année? Mais en général, vous savez, si c'est des prêts concessionnels, ça peut aller à 40 ans. Hein. C'est pourquoi moi, en tant qu'économiste, au départ, j'étais un peu sceptique, mais depuis qu'elle a fait son discours, je suis revenu à de meilleurs sentiments parce qu'il y a création d'emplois, ça n'impacte pas suffisamment le budget de l'État, ça permet d'aménager, ça fait tourner des industries. Maintenant, il faut que l'État s'organise pour que la production locale puisse se développer sur l'axe de l'autoroute. Oui, mais de façon globale, M. Magaye Gaye, dans nos pays, on a l'impression que nos États gèrent l'intendance. Aujourd'hui, il y a des questions fondamentales sur lesquelles on doit s'entendre, c'est-à-dire que les Sénégalais puissent se soigner correctement, puissent aller à l'école correctement, que les enfants puissent vivre dans un environnement décent. Mais c'est des préalables qui ne semblent pas avoir été réglés pour parler de croissance et d'émergence et parler de développement alors que ces questions, comme on appelle ce qu'on appelle l'échelle de Maslow, n'est pas encore réglée. Vous avez raison. C'est pourquoi aujourd'hui, je dis que nous devons mettre l'accent sur le rôle de l'État dans l'école. Vous me permettrez d'aborder un aspect que j'ai oublié. J'ai dit qu'une stratégie doit aussi voir quels sont les meilleurs, quelles sont les cibles les mieux lotis pour mener le développement. Il y a les militaires. Pourquoi aujourd'hui les militaires ne contribuent pas au développement de notre pays? Il faut les faire travailler, c'est ça? Ah oui, vous savez, Abdou Diouf l'avait essayé à l'époque, mais il l'avait mal utilisé. Il avait voulu que les militaires fassent le travail de la SOADIP. Ils ont refusé. Mais c'est des gens très compétents, des gens disciplinés. Les jeunes là, il faut que les militaires puissent les encadrer dans le cadre du développement. Premièrement, les émigrés là, ils ont une culture européenne maintenant, occidentale, en termes de propreté, en termes de gestion du temps, etc. Il faut les utiliser. Et puis enfin, je crois qu'il faut utiliser les femmes et les congrégations religieuses. J'ai l'habitude de dire que Serigne Saliou Mbacké, lorsqu'on lui donnait les 45 000 hectares à Mbégué, à Kalkom, mais j'étais avec un Français qui me disait qu'il n'y croyait pas. Mais quelques années après, lorsqu'il est arrivé, il m'a dit que j'étais séduit par ce qui a été fait. Il faut que ce capital-là soit utilisé. Parce que dans la vallée du fleuve Sénégal, 240 000 hectares depuis lors, mais qu'est-ce qui a été fait? 70 000 hectares seulement. Mais c'est parce qu'il y a un problème peut-être de main-d'œuvre, il y a un problème de capacité. Il faut que ces problèmes de capacité soient résolus de manière à ce que le Sénégal s'appuie sur les plus dynamiques dans sa société et les congrégations religieuses, de manière générale, à mon avis, devraient être utilisées surtout dans le cadre de ces domaines d'activité communautaire. Voilà. Magaye Gaye, merci infiniment d'avoir été avec nous sur ce plateau de la TFM. Je rappelle que vous êtes titulaire d'un DSS en économie appliquée à la gestion à l'Université de Rennes 1 en France et que vous avez travaillé pendant une quinzaine d'années dans des organisations sous-régionales africaines de financement développement, BAD et FAGAS, à des milieux stratégiques très élevés. Merci d'avoir été avec nous sur ce plateau de la TFM. Merci à toute l'équipe technique qui m'a accompagné pour la réalisation de cette émission. Merci. Au revoir.